J'ai eu le dernier, celui de 20. Sacha, il a pleuré. Non. Bonsoir à tous, donc merci d'être venus ce soir à la Maison Mouadone pour être avec nous pour cette petite cérémonie de Yom HaShoah. On va tout de suite laisser la parole à Madame Levin, mais avant ça, j'ai étudié un poème il y a quelque temps de cela maintenant, que j'aime réciter quand je suis à Yad Vashem ou quand on est à Yad Vashem ou pour en tout cas une cérémonie commémorative. Et si vous le permettez, je vais vous le dire. Voilà. C'est un poème de Benjamin Fondane qui est décédé à Auschwitz en 1944, donc très peu de temps avant la libération des camps. Préface en prose. C'est à vous que je parle, homme des antipodes. Je parle d'homme à homme avec le peu en moi qui demeure de l'homme, avec le peu de voix qui me reste gosier. Mon sang est sur les routes. Puisse-t-il ne pas crier vengeance? Le halali est donné, les bêtes sont traquées. Laissez-moi vous parler avec ces mêmes mots que nous eûmes en partage. Il en reste peu d'intelligibles. Un jour viendra, c'est sûr, de la soif apaisée, nous serons au-delà du souvenir. La mort aura parachevé les travaux de la haine. Je serai un bouquet d'orties sous vos pieds. Alors, eh bien sachez que j'avais un visage comme vous, une bouche qui priait comme vous. Quand une poussière entrait ou bien un songe dans l'œil, cet œil pleurait un peu de sel. Et quand une épine mauvaise égratignait ma peau, il y coulait un sang aussi rouge que le vôtre. Oui, j'ai été un homme comme les autres, nourri de pain, de rêves, de désespoir. Et oui, j'ai aimé, j'ai pleuré, j'ai haï, j'ai souffert, j'ai acheté des fleurs et je n'ai pas toujours payé mon terme. Le dimanche, j'allais à la campagne pêcher sous l'œil de Dieu des poissons irréels, je me baignais dans la rivière qui chantait dans les joncs, et je mangeais des frites le soir. Et pourtant non, je n'étais pas un homme comme vous. Vous n'êtes pas né sur les routes. Personne n'a jeté à l'égout vos petits comme des chats encore sans yeux. Vous n'avez pas erré de cité en cité traqués par les polices. Vous n'avez pas connu les désastres à l'aube, les wagons de bestiaux et le sanglot amer de l'humiliation, accusé d'un délit que vous n'avez pas fait, du crime d'exister changeant de nom et de visage pour ne pas emporter un nom qu'on a hué. Un visage qui avait servi à tout le monde de crachoir. Un jour viendra, sans doute, quand ce poème lu se trouvera devant vos yeux. Il ne demande rien. Oubliez-le, oubliez-le. Ce n'est qu'un cri qu'on ne peut pas mettre dans un poème parfait. Avais-je donc le temps de le finir? Mais quand vous foulerez ce bouquet d'orties qui avait été moi en un autre siècle, en une histoire qui vous sera périmée, souvenez-vous seulement que j'étais moi aussi un visage... Souvenez-vous seulement que j'avais moi aussi un visage marqué par la colère, la pitié et la joie. Un visage d'homme, tout simplement. Je préfère que Mme Balak s'assoie à côté. Voilà. Madame Balak, j'ai été déportée pendant 2 ans, du 23 avril, arrêtez le 23 avril et Je vais vous présenter. Asseyez-vous. Il n'y a pas de problème, vous auriez pu. Julia Balak s'est présentée. Elle nous a fait le bonheur de témoigner à la synagogue de Neuilly il y a quelques temps pour les filles de Bat Mitzvah qui faisaient leur Bat Mitzvah avec Madame Abourmat qui fait ça chaque année. Et on a vu que son récit était poignant, qu'elle avait tout à dire. Elle a donc été déportée à Auschwitz et elle a participé aux marches de la mort. Et elle a de quoi raconter pendant à peu près 1 heure, donc je vais aller très vite. Moi simplement, je suis Patricia Levin. Je suis professeure depuis 23 ans dans les écoles juives. Depuis 14 ans, je fais témoigner des rescapés dans mon école. J'ai pris
la succession, comment dire, de cette école. J'ai commencé à faire témoigner à la synagogue de Neuilly, mais aussi grâce à Ariel Zermati, à l'équipe de Moadone, à Sarah Ben Simon, à Michel Béros que vous avez là, et sans doute à d'autres personnes qui ont donné leur feu vert. On remercie beaucoup Moadone de nous faire le plaisir de faire témoigner quelqu'un aujourd'hui, parce que c'est très important qu'on ait un jour de Yom HaShoah. Et je parlerai de mon cas personnel et de Mira Lusti qui devait témoigner un petit peu aujourd'hui et qui a 92 ans et qui n'est pas forcément en bon état pour le faire parce qu'elle l'a déjà fait. J'ai perdu mon père lundi dernier. Je suis donc dans une période de deuil. J'ai voulu garder cette cérémonie, c'est très important pour moi. Mon père était enfant caché de Grèce de Salonique. Il a perdu 100 personnes de la famille. Il s'appelait Jean Cohen. Il n'a jamais pu témoigner. Je témoigne pour lui. Je fais témoigner les autres depuis 14 ans pour lui. Il a porté l'étoile jaune. Il a porté l'étoile jaune pendant un an et demi. Enfin, il a été caché après à Vierzon. Et mes grands-parents avaient des faux papiers espagnols. Et avec un courage incroyable, beaucoup de chance, beaucoup d'astuces, ils ont pu, des deux côtés, tous mes grands-parents ont pu échapper à la déportation. Mais on a perdu tout le monde, toute la famille des 3 grands-parents, 7 frères et sœurs de Salonique, des enfants, des femmes enceintes sans doute, et de l'autre côté, en Bessarabie, la Shoah par balle, qu'on connaît bien. Donc voilà, depuis 8 ans, je connais Jérémy Nedjar, qui est le caméraman aujourd'hui, que j'ai connu le jour de la manifestation pour Ilan Halimi, qui est autour de Klarsfeld, parce que ses parents sont dans les fils et filles de déportés autour de Klarsfeld. Il a accompagné Klarsfeld, il n'y a pas longtemps, dans un documentaire qui s'appelle Le témoin impossible, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc on fait tout ce qu'on peut pour savoir tout sur ces histoires. On a besoin de transmettre. Bientôt les gens ne seront plus là. Tout ce que vous pouvez faire pour ça, c'est bien. J'ai suivi toutes les cérémonies pour les plaques commémoratives dans les écoles, car Colette Cherki était présidente du 17e pour ça, elle était dans mon immeuble, et on a participé à de nombreuses cérémonies dans les écoles laïques, dans les collèges, où on faisait des cérémonies pour les enfants déportés, avec des ballons qui s'élevaient, etc. Voilà, donc on est très sensible, on doit prendre la relève, et je demande aux jeunes générations après de prendre la relève, de ne pas laisser faire. Ce soir, en même temps, il y a la projection du film d'Alexandre Arcadi, Ilan Halimi à Neuilly. En même temps, c'était concurrentiel. Madame Abourmad savait qu'il y avait aussi ce témoignage. Elle voulait faire quelque chose pour nous aider aussi. Et amener des gens qui voient Madame Valak aujourd'hui. Donc c'est la première fois que moi je fais une commémoration mixte parce que je suis dans les écoles de Zaratora qu'avec des filles. Donc voilà, on est très content que le maximum de personnes assistent à la parole de ces témoins qui de toute façon... malheureusement vont disparaître comme nous tous. Je signale que le rabbin Azoulay qui a présidé l'enterrement de mon père a dit que 4 témoins, 4 enfants cachés en 2 semaines sont morts dans les 2 dernières semaines. Et il m'a dit c'est incroyable que votre père soit mort pratiquement au moment de Yom HaShoah. Dans les 7 jours, il y avait Yom HaShoah. Voilà. Donc je vais laisser la parole. Ce qu'on a prévu avec Madame Valak, c'est de... 1 heure. Entendre son histoire exactement. Donc pendant 1 heure, en laissant 10 minutes de questions-réponses. Donc on va essayer sans non plus la presser parce que c'est une je vais faire un résumé de mon déportation. 45 minutes, 50 minutes et après on laisse un peu de après, ils poseront des questions. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Vous avez un verre d'eau ici. Bon, j'ai été arrêtée le 24 avril 1943 par dénonciation des chefs français. Parce que je cachais mon père et mon oncle. Et j'étais suivie pendant très très longtemps. On me suivait parce que je ramenais mon père à la maison, parce que j'étais dans une usine désaffectée, je vais me mettre debout. Dans une usine désaffectée, mais il fallait que je sorte mon oncle et mon père de là, parce que le lendemain, il y avait les surprises parties pour les jeunes gens du 11e arrondissement. Bon. Et puis un jour, ce jour-là, mon oncle, j'ai pas voulu qu'il monte chez moi, parce qu'il était bruyant. Je voulais pas. Parce que je l'ai accompagné autre part. Et le lendemain matin, à 6 heures, on a sonné à la porte. C'était la police française qui est venue m'arrêter parce que je cachais, était au courant la police, cachait mon oncle et mon père. Mon père, je l'avais caché dans... On avait répété ça. Si on arrêtait, moi j'ouvrais la porte et mon père allait se cacher dans un placard. Et, comment vous dire, et mon père a vu qu'on me mettait les menottes, il est sorti du placard. Il n'a pas voulu que je me fasse arrêter toute seule. Bon,
il n'aurait pas pu supporter de toute façon, alors autant qu'il soit avec moi. Et puis de là, j'étais à la conciergerie, et puis après de là, on m'a envoyé à Drancy. Mais j'avais le droit de téléphoner à quelqu'un. Et même pour téléphoner, la police française m'a suivi, parce qu'on avait comme téléphone public, on n'avait plus le droit au téléphone, moi je n'en avais pas. Mais enfin, il y en a qui avaient des téléphones à la maison, tous les juifs, il fallait qu'ils rendent les téléphones. Alors j'allais au métro Parmentier téléphoner, parce que c'était une belle cabine, et puis c'était isolant. Et voilà que le policier, il rentre avec moi. Je fais non, soyez gentil, vous me prenez déjà moi, ça suffit, alors restez dehors. Parce que je lui ai dit, il a accepté. J'ai appelé un cousin à mon père pour lui dire qu'on est arrêté, qu'il fasse tout ce qu'il veut pour nous faire sortir. Bon, il n'a pas réussi. Je ne suis pas étonné. Bon, et on est resté 2 mois à Drancy. C'était la seule année de convoi 55 au mois d'avril qui a eu tant d'espace entre déportations. Parce qu'il y avait des fois, admettons, le 16 juillet, ils ont arrêté le 16 juillet, mais le 18 juillet, il y avait déjà déportation, déjà, tout de suite. Alors, ça allait de plus en plus, de plus en plus. Et là, d'un seul coup, 2 mois, pas de déportation. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Et puis, on est parti. On était le convoi 55, était le convoi où il y avait beaucoup de jeunes avec nous, beaucoup, et des jeunes résistants, vraiment des jeunes. Et il y avait ce monsieur qui est très connu des syndicats, M. Krasuki. Enfin, je ne le savais pas, hein, parce que il y avait même M. Lévitan, enfin, je ne savais pas, mais quand je l'ai vu à télévision, puis qu'il a dit qu'il était déporté de convoi 55, je dis tiens, il était avec moi celui-là. Bon, voilà ce que je dis. Bon, et le voyage dans le train, c'était quelque chose d'horrible. Mais ce qui nous attendait, c'était encore plus horrible. C'était horrible parce qu'on était... Je ne sais pas combien, au moins 50 personnes dans le train, on était beaucoup, mais on était les uns sur les autres. Il y avait un tuyau pour faire les besoins, et puis il y avait un rideau pour cacher. Hein. Et pendant 2 jours et 2 nuits, on a mangé, je ne me rappelle plus si on a mangé, mais on n'avait pas de quoi se laver déjà. Alors, et de temps en temps, ils s'arrêtaient le train pour qu'on sorte dehors. Mais ils nous surveillaient de peur qu'on s'évade. Alors, on avait si on s'évadait, ils tuaient tous les vieux. Alors en yiddish, les vieux, si vous descendez, ne vous avez peur. Il faut penser à nous, pour ne pas vous évader. Bon. Et puis, on est arrivé 2 jours après. Je suis parti le 23 juin, je suis arrivé le 25 juin. Alors là, c'était le commencement de mots horribles. Dans mes oreilles, j'entendais l'aboiement des chiens et gueuler les Allemands, pas crier, gueuler. Et schnell, schnell, la rose, sortez, vite, vite, vite. Et il y avait des déportés qu'on voyait seulement le dos parce qu'ils ramassaient les bagages. Il y en a un qui me dit, en français, ton père ne monte pas dans le camion. Alors moi je dis à mon père, tu ne montes pas dans le camion. Alors il me fait, mais je suis tellement fatigué. Je dis, papa, lui il m'a dit, il ne faut pas que tu montes dans le camion, tu ne montes pas. Et effectivement, tous ceux qui montaient dans le camion, ils allaient directement à la douche et au gaz après. Gazer, et après brûler. Mais ça, on ne le savait pas. Et ça a été... Enfin, pour moi, l'arrivée a été horrible. Et puis, on a assisté... ils nous ont fait un spectacle quand on est arrivé. Chez les hommes, il y a eu les Russes, les officiers russes. Qu'est-ce qu'il y a eu? Peut-être eu une révolte, mais on a assisté à la pendaison qui se pendait tout seul. Ah, mais j'ai eu des choses horribles. Hein. Vous savez, ce que je vous raconte, c'est rien. Et puis, bon, on a subi tout de suite le matricule. Les cheveux avant ou le matricule avant, j'en sais rien, mais on a subi le matricule. Moi, j'ai le numéro 46 645. Et en dessous, c'est la moitié de l'étoile de David. Mais pas tout le monde l'a. Notre convoi, on l'a eu comme ça. Voilà. Et puis après, on nous a rasés. Et après, on a eu cette tenue de robe rayée que vous connaissez dans les films et tout ça. Et des chaussures en bois. On savait qu'on allait au calvaire, mais entre penser et faire... Bon, moi, j'ai eu une cousine, ma cousine la plus proche, on était toujours ensemble.
elle est venue, elle m'a reconnue, elle. Parce qu'on n'avait pas le droit d'aller voir les nouveaux arrivés, mais on passait sous les fils barbelés pour aller voir les nouveaux arrivés. Et elle m'a regardée, puis elle m'a fait « Julia ?» Je dis « Oui ». Et elle, je ne la reconnais pas. Et c'est une cousine qu'on avait 6 mois de différence, qu'on a été toute notre vie ensemble. Je ne l'ai pas reconnue, tellement qu'elle était dans un état horrible. Je fais « Où sont nos mères? Et puis ta sœur ?» Elle me fait « Tu vois les feux qui sortent, ben, tout le monde passera par là, mais nous aussi. » Je te préviens, Julia, je ne vivrai pas encore longtemps. Un jour, tu ne me verras pas. Je te verrai tous les jours tant que tu pourrais venir, mais un jour, tu ne me verras pas, c'est que c'est fini. Et elle m'a dit que si tu es malade, si tu ne te sens pas bien, tu vas toujours travailler, tu ne vas jamais au dispensaire. On disait le réveil, le dispensaire. Jamais, 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 parce que quand tu rentres, tu ne peux pas sortir. Bon, ben, je l'ai écoutée, parce qu'elle m'a sorti elle m'a tout dit la vérité d'un seul coup. Ça a été très dur à encaisser. Et après, je disais, oh, peut-être qu'elle a eu un cauchemar, elle, j'en sais rien. Mais elle n'a pas eu de cauchemar, elle me disait que, encore loin de la vérité qu'elle le disait. Et puis, on travaillait dehors, ils ne savaient pas quoi faire de nous. Alors, pour gagner notre soupe qu'on avait, qui nous donnait une soupe, enfin, de l'eau colorée, et la grande gamelle qu'on avait, le saladier, il était Bordeaux. Alors, les produits qu'il y avait dedans, la couleur Bordeaux, on n'a jamais suscité. Ce saladier qui était sale, ou c'était la soupe qui était comme ça. C'était comme ça. On mangeait ça, on avait le droit à un pain. Alors moi, dans mon bloc à moi, j'avais le droit de mesurer. J'avais trouvé une ficelle, et cette ficelle me servait à couper le pain. Parce que pas une miette de plus, je faisais donner à quelqu'un d'autre, parce que je me faisais débrouiller. Alors, je faisais très attention pour couper ça. Et puis après, il y a eu un grand commandant du camp qui dispatchait le travail pour tous les... Il adorait la France, parce que la France était un pays de culture, et lui, il était très cultivé sur les auteurs français, les compositeurs français. Bon, et bien il dit, pour la peine que j'aime la France, je vais vous donner, vous les femmes, des travaux, mais à l'abri. À l'abri, c'est énorme, c'est formidable. C'est de reste à cause de ça qu'il y a une partie que je suis rentrée. Parce que j'étais à l'abri. Parce que ceux qui travaillaient dehors subissaient l'intempérie. Parce que là-bas, à la Haute-Silésie, il fait froid, il fait chaud. Il n'y a pas entre. Il n'y a pas d'automne, il n'y a pas de printemps. L'hiver, l'été. Et alors, j'ai travaillé dans la cuisine, j'épluchais les pommes de terre. Et puis après, là, j'ai attrapé le typhus ici. Dans les toilettes, on attrapait tout ce qu'on voulait. Et là, le typhus a été, pour moi, une période. Il fallait que je combatte pour pas pour pas mourir. On me tue pas, mais pour pas mourir moi. Et j'ai combattu ma maladie. Et puis pendant 2 mois, j'ai rien mangé. J'étais squelettique. Et d'un seul coup, ils ont dit que les Juifs n'avaient plus le droit de travailler à la cuisine. On va aller travailler dans une usine. Et il fallait passer une visite médicale. J'ai dit, ça y est, moi, c'est pas une visite médicale, c'était la sélection. La sélection, j'ai dit, ça y est, moi, je suis prise. Et j'ai pas emmené, tiens, le journal, j'ai trouvé la photo, il y a 15 jours dans le Figaro, celui qui m'a dit, tu veux travailler? J'ai dit oui. C'était le grand commandant du camp. Dans le Figaro, il y avait sa grande photo, et je l'ai reconnu tout de suite. Là, il y a 15 jours. En parlant de libération des camps de Birkenau-Auschwitz, c'était Hössler. Pourquoi qu'il m'a fait ça? Dieu seul le sait. Mais parce qu'il était un père de famille de 4-5 enfants, et il y avait 3 filles et 2 garçons, ou vice-versa. Donc, je devais ressembler à un membre de sa famille. Parce que c'est pas possible que sans parole, sans rien, il me fait va travailler. Parce que j'étais monté dans le camion pour le moment de la sélection du 18 janvier 1944. C'était Himmler qui a fait la sélection. Et j'étais dans un état tellement maigre, et puis avec la gale qui était sur tous les bouts, les pointus, tout ce qui est sur les seins, partout. Alors, on est toutes nues. Alors, à peine regarder, ils disaient, Arof, monter dans le camion. Pourquoi que je me suis mise à tenir la ficelle
la grosse corde qu'il y avait du camion, pourquoi je l'ai tenue, ça, je ne peux pas vous dire. Et d'un seul coup, Hessler, il sort il fallait pas prendre l'Union. L'Union, c'était l'usine où je travaillais. On faisait des pétarades pour des grenades, pour les jeter. Et parce qu'on a besoin du personnel pour le Reichstag, patati. Mais comme il s'expliquait, puis d'un seul coup, il me regarde et il me fait « Ah, willst du arbeiten ?» J'ai fait « Oui ». Et il m'a soulevé la corde et je suis sorti. Je suis la seule rescapée du 18 janvier 1944. Pourquoi? C'est arrivé 3 fois avec lui. 1 an après, il y a eu la résistance de Paul Juive du camp de la zone d'Arcamando, je vous expliquerai après, a fait sauter les fours crématoires, 2 fours crématoires sur 4. Et alors la police de guerre est venue, la Kriegspolizei, enfin tout le monde est venu, et il y avait Hessler. Tout le monde disait, il va te reconnaître, il va te reconnaître. 1 an après, j'avais une figure humaine. Et ben, il est passé, il est revenu sur le pape, et il m'a dit, montre-moi ta jambe, je vais montrer ma jambe. Il a fait goutte, puis il est parti. Voilà. Pourquoi? Je ne sais pas. C'était grâce à cet homme-là que je suis en vie. Et bon, alors, une fois qu'on a travaillé dans l'usine, c'était un travail, on avait sur 15 jours un dimanche de repos. On travaillait de 7 heures du matin, non, on était debout à 6 heures du matin, mais on rentrait le soir à 8 heures du soir. En hiver, ces chers SS, il fallait qu'ils s'amusent. S'il y avait de la boue, s'il y avait de la gadoue, alors ils nous faisaient faire du sport. C'est-à-dire courir à genoux, allongés. On était sales après. Hein. Comment se laver? On n'avait pas de quoi se laver. Sauf quand on était à l'usine, on a eu le droit à une douche. Mais pour aller à la douche, ils nous ont tapés. Parce qu'on ne voulait pas aller à la douche, parce que sous la douche, ils jetaient des gaz. Alors, on avait tous peur. C'est comme dans le film de Spielberg, si vous vous rappelez, la liste de Spielberg, quand on envoie les femmes à la douche, on les tape, elles ont peur. Et bien, nous aussi, on était comme ça. On a eu peur. Et bien non, il a fallu, pour ne pas contaminer les civils qu'il y avait dans l'usine. Bon. Et puis, ça a duré comme ça, tranquille. Bon, pas dire tranquille, mais dans l'esprit. Alors, on entendait les bombardements de la Russie. Et ça se bombardait drôlement. Alors ils nous disaient, les Allemands, dans l'usine, quand il y aura fig alarme, quand il y aura alerte, vous vous cacherez sous les machines. Je lui ai fait, non. Pourquoi? Les machines vont nous tuer avant les bombes. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Et puis ils ont beau dire, et il y a eu une fois une alerte. Et ils étaient avec les fusils mitrailleurs, ils n'ont pas eu le temps de tirer quoi que ce soit. On les tous jetés et on est tombé sur eux, puis on a ouvert la porte. On est sorti dehors. On ne voulait pas recevoir les bombes. Ils ont bombardé, ils se sont trompés, je ne sais pas, les Russes ou les Américains, je ne peux pas vous dire. Ils ont bombardé l'endroit où les hommes juifs, et c'était un groupe de Français, hein, qui faisaient des costumes pour les Allemands. Voilà. Et bien ils ont tous été tués ce jour-là. Tous. Au bombardement. Bon, et puis on savait que de temps en temps, il y avait des convois qui partaient, mais on ne savait pas où ils partaient. Pourquoi qu'ils partaient? Parce que les Russes avançaient, puis ils avaient peur, les Allemands. Ça, j'ai vu la frousse des Allemands. Ça, c'était un régal. La frousse des Allemands, quand ils voyaient que les Russes arrivaient. Et un jour, au mois de juillet, il y a eu des Panzers. Vous savez, les Panzers, c'était les Allemands qui étaient habillés tout en noir, avec des têtes de mort partout, et ils conduisaient les tanks. Ils sont arrivés à Birkenau. La pagaille qu'il y a eu chez les femmes, mais la peur, hein, parce que ce sont les mêmes Panzers qui ont brûlé tous les Juifs qui restaient au lance-flammes au ghetto de Varsovie. Alors c'était une pagaille horrible. Et puis tout ça, c'était pour se raser, pour se bronzer, et puis ils se sont reposés, puis ils sont partis le lendemain. Alors bon, pendant ce temps-là, fallait aider tout le monde pour ramasser les morts. Les femmes, parce que des morts, il y en avait tous les jours, des morts. Tous les jours. Vous savez, il y a eu quand même 6 millions de morts dans toute l'Allemagne. Eh ben, c'est beaucoup, 6 millions de morts. De juifs, hein. Je ne parle pas des catholiques et des autres. Hein, 6 millions de morts de juifs dans toute l'Allemagne, dans toute l'Europe. Et puis, ils avaient dit que on partirait à pied rejoindre un autre camp.
Et on entendait les Russes. Puis on disait, dépêchez-vous déjà d'arriver. Arrivez les Russes, on les entendait. On entendait les mitraillettes, tout ça. Ils sont arrivés que le 27 à Birkenau. Mais nous, on est partis le 18. Alors là c'était autre chose que vivre dans un camp. Parce que même les hommes, il y a eu plus d'hommes morts sur la route que dans le camp. Parce que on avait faim, on n'était pas habillés, il faisait moins 25, il y avait de la neige, et on dormait sur la neige, et avec les copines, on se donnait les bras comme ça, on s'accroupait, et puis on se couchait sur le côté, puis quand on voulait sur notre côté, on se relevait pour l'autre côté. Pour ne pas, on voulait, parce que quand on avait le courage de se relever toute seule, de ne pas rester gelée. Parce que gelée, c'était terrible. Quand les femmes polonaises, les juives polonaises, les vieilles, que nous disaient dans le train, n'enlevez pas vos sabots, maintenant, si vous enlevez vos sabots vous rétrécissent et vos pieds vous enflez. Eh bien, on ne les a pas écoutés, mais c'est ce qui est arrivé. Pour avoir nos sabots, il fallait qu'on s'assoie dessus, pour les réchauffer, pour qu'ils reviennent figure normale, nos sabots. Et j'ai subi le bombardement de la gare de Magdeburg, et il y avait toujours... J'aimais bien mes petites vieilles polonaises parce qu'elles étaient mignonnes, très comme elles croyaient tellement en Dieu. Je n'ai pas jamais critiqué, mais elles criaient. Alors elles me disaient, tu vas voir, enfin, je ne veux pas traduire en français. Dieu a pris les bombes, puis il les a dirigés hors du train. Parce qu'ils bombardaient la gare de Magdeburg, et nous on était dedans, hein, dans la gare. Et bien, il n'y a pas... Personne n'a été touché de ce wagon, de ce train-là. Personne. Et on est arrivé à Tora. Non, la première fois, c'était à Ravensbrück. On était trop, on ne pouvait pas nous garder, il fallait repartir. On a fait comme ça, 5 ans, j'ai fait, pendant du mois de janvier jusqu'au mois d'avril, 5 ans en Allemagne. Mais des petits camps, pas des grands camps comme Birkenau, il n'y en avait pas en Allemagne. C'est que des petits camps. Et... on ne mangeait pas plus pour ça pour autant, rien du tout, mais on avait le printemps, on avait l'été. Et il y a un jour, il y a un soir, comment dirais-je, il y avait les avions américains qui passaient au-dessus, puis il y en a un qui fait une piquée pour mitrailler tout le monde. Et puis il y a eu Fliegeralarm, l'affolement des Allemands, et j'ai eu une copine, une amie, je ne sais pas si elle vit encore, elle avait toujours faim. On avait toujours tous faim, mais elle, c'était maladivement, elle avait faim. Et elle voit marqué fabrique case, fabrique de fromage blanc. Elle est partie directement pour me dire Eva, allonge-toi, on bombarde. On s'en foutait combat. Elle avait faim. Elle est partie. Et quand on est arrivé, nous, après les figues de l'âme, on a tous couru. Là, les Allemands aussi ont couru. Ils voulaient manger du fromage comme nous. Et puis. C'était le seul régal qu'on a eu pendant la route de la mort, les 2 routes de la mort. C'est à cause de cette fromagerie. Et puis, il a fallu... chez nous, ça diminuait les amis. Moi, j'avais responsable d'une qui était plus jeune que moi, mais elle avait 16 ans, et ses sœurs me l'ont confiée. Et puis, elle ne pouvait plus marcher. Et elle me disait, tu sais, Julia, tu me laisses au bord du trottoir, j'ai rien à faire, je te ramène à Paris, je disais. Non, il n'y a rien à faire. Et un jour, elle m'a dit, je vais faire pipi. Elle a été, puis d'un seul coup, je dis, où est Eva? Où est Dora? Et elles m'ont dit, elle est restée sur le trottoir, elle n'en peut plus. Et elle est morte 15 jours après, ce sont les paysans qui l'ont mise à l'hôpital. Enfin, elle n'est pas morte déjà sur la rue, c'est déjà pas mal. Alors, on ne peut pas dire trop. Mais bon... Mais quand je me suis évadée le 24 avril, parce qu'elle me gênait, je ne me suis pas évadée, puis quand je l'ai pu, je dis, je vous préviens, mon copine, je vais demander à tous les hommes qui sont là, comment qu'on fait pour partir d'ici? Et là, je leur ai demandé, c'était des Italiens. Et parce que c'était une mode en Allemagne, pour reconnaître de quel pays on venait, avec des petits bouts de chiffon, on se faisait, moi, bleu, blanc, rouge, le drapeau du pays qu'on était. On se l'accrochait ici. Et... il y en a un qui me dit, tu prends première rue à droite et il y a une station de gens déplacés. Bon, on a été, mais une paysanne, j'avais la rebrayée, j'ai pas eu le temps de changer, la rebrayée, et
il y a une paysanne qui nous a dénoncé et on a eu la police de guerre qui est arrivée dans ce centre-là. Mais entre-temps, il y avait des hommes qui m'ont passé un pantalon, une chemise. Enfin, j'étais déguisée, peu importe. J'avais pu s'être appropriée. Et il a dit nous, on reconnaît toutes les femmes juives. D'accord. Il me fait ton nom. Alors, j'ai pas dit Julia, naturellement. Mais ma mère, elle avait... pourtant, elle était juive polonaise, mais elle avait un prénom comme un compositeur français. Non. En réalité, son vrai nom de jeune fille, c'est Suppé, mais avec 2 P. C'est Soupé. Ça se prononce Soupé en polonais. Et c'est totalement juif en polonais, mais en France, ça fait pas juif quand on prononce Suppé. Mais moi, j'ai fait enlever un P à ma mère et j'ai mis un accent aigu, comme le compositeur qui a fait la cavalerie légère, Suppé. Alors, je m'appelle Julie Suppé. Ah bon, d'accord. Et puis, les hommes qui nous avaient aidés pour m'habiller et tout, ils m'ont donné l'usine où ils travaillaient. Alors, il y avait déjà la pagaille parce qu'il n'y avait pas une femme qui travaillait. On a dit qu'on travaillait dans cette usine-là. Ils nous ont cru. Et puis, on a continué après non, là, à cause de ça, on s'est évadé, on a continué à marcher. Et d'un seul coup, on voit de loin, une voiture militaire. Et puis on regarde, j'ai Sabine, et c'est pas des verres de gris, c'est le costume allemand. C'est des kakis. Et je vois une Jeep pour la première fois. Nous, on était contents, toutes les 4, on était contentes. Et puis, avec fusil mitrailleur, puis il nous fait Franzouski, Polski, Ruski. Moi, je fais French. Ben, il me fait toutes les femmes françaises, c'est des femmes volontaires en Allemagne. Je fais quoi? Ça, jamais de ma vie, hein. Alors, il me dit, si, vous avez des papiers? Ce que je sais, on n'a rien du tout. Ben alors, donc, c'est des femmes volontaires travailler en Allemagne. Oh, écoutez, je vous dis que non. Alors, et puis je fais, et ça, vous connaissez? Ben, il dit, tu peux pas dire t'es une juive? Comme ça qu'il m'a dit. Ah ben écoute, on ne sait pas à qui parler maintenant. On ne sait pas qui. Eh ben, je suis tombé sur une unité de juifs américains qui est venu venger la famille polonaise. Ça a été une joie horrible. Ben, pas horrible, mais parce que moi, horrible parce que j'étais tellement maigre. Il fallait pas que je mange, j'étais malade, mais enfin peu importe. Je suis là, mais cette joie avec ces Américains, et puis qui m'ont donné de l'argent pour me promener en Allemagne, de l'argent d'occupation américaine, et puis avec une voiture avec de l'essence, on avait chacun, ils avaient 3 voitures, pour les Belges, pour les Hollandais, pour les Français. Et ils avaient un chauffeur, on avait chacun une voiture, mais il fallait traverser le pont de Kelmitz, et que le pont de Kelmitz était bombardé. Alors on a fait le tour et on retombe à Debels, on retombe dans une petite ville, pas un village, une petite ville, tout à fait SS, Hitler et tout ça. On n'a rien dit, pas un mot. Et je disais, Sabine, on ne va pas rester ici. Comment tu veux partir? Bon, on va lui dire au chef de ça, on va pas. Et d'un seul coup, il nous dit, oui, vous pouvez partir. Il nous a fait un piège, on ne savait pas. Mais ce qu'il lui ne savait pas, qu'on allait rencontrer des prisonniers de guerre français. Alors il voit 4 femmes qui parlent français, il fait, vous êtes française? Oui, qu'est-ce que vous faites ici? On lui explique, mais malheureuse, vous avez un Ausweis c'est un permis. Vous pouvez sortir? Ben non, pas d'Ausweis, ben ils vont vous fusiller à la sortie de la ville. Avec les copains, on va vous monter sur les coteaux, c'était la Pentecôte en 1945, la Pentecôte. On a fait 40 km. Et on est monté. Heureusement qu'on avait des hommes, ils nous portaient pour monter. On n'avait pas de force de monter les coteaux. Il fallait avoir de la force pour monter les coteaux. Et on a marché sans arrêt jusqu'à temps qu'on tombe dans la ville neutre avec les Américains et les Russes. Et là, on ne bougeait plus. Voilà. Mais c'était très, très dur. Très, très dur. Et puis, il y a eu beaucoup de péripéties. Mais ça, il y a beaucoup à raconter, tout ça. Mais je peux vous dire que je souhaite que personne ne connaisse ce que j'ai connu. Personne. Parce que c'est inarrable. Et on ne peut pas raconter. Je peux vous raconter que j'ai toujours raconté aux enfants. Quand on me dit « Ah là là, c'était pas si terrible que ça ». Non, c'était pas si terrible que ça. J'avais une amie, une copine de notre convoi. Elle était enceinte, ça se voyait pas. Elle est rentrée enceinte, mais ils nous ont mis à la porte toutes les jeunes, les vieilles. Et puis... ils l'ont accouché, et le petit bébé qui a piaillé son premier cri, au même moment, un soldat qui passe, et il entend piailler dans la cabane, il veut rentrer, il nous tabasse à coups de crosse pour rentrer.
dans la cabane, et il a pris le bébé, puis il a fait le tir au pigeon. Elle est rentrée, la pauvre femme, elle est devenue folle. Voilà. Alors des trucs comme ça, je peux vous raconter beaucoup. Et ça, je ne raconte pas, parce que les horreurs, on n'a pas... faut savoir qu'il y a eu des horreurs, il faut savoir qu'il y a eu des viols, il faut savoir qu'il y a eu le sadisme, comme moi, quand j'ai travaillé à Piocher, à un moment donné, oui, parce que moi, j'ai la génération qu'à l'école, on apprenait l'allemand. J'étais étudiante à l'époque, j'apprenais l'allemand. Et donc, je parlais allemand. Et le soldat, c'était un soldat très jeune qui faisait... Pourvu que je puisse tuer une juive, je n'irai pas à Stalingrad, parce qu'ils étaient obsédés par Stalingrad. Hein. Et bien, il m'a chopé parce que j'ai commencé à piocher. J'étais fatiguée de piocher, j'ai mis un genou par terre et je piochais. Alors il me fait niche, j'ai si, c'est le même travail. Ils avaient une bague, une tête de mort. Et avec cette bague-là, il vous boxait. Il m'a cassé toutes mes dents ici, tellement qu'il m'a boxé. Mais j'avais une tête pendant je ne sais pas combien de temps, j'étais enflée comme ça. Bon, et ça c'était 1 mois après que je suis arrivée. Je me suis arrangée de jamais de recevoir des coups depuis ce temps-là. Et une fois, des copines, quand je dormais à Auschwitz, parce qu'on travaillait pour l'État, les grenades, eh bien, ils ne m'ont pas réveillée. Et j'entends un traité en rang. Oh, j'ai dit, merde, je n'ai pas fait mon lit, tout ça, en vitesse. Et en courant, je mets ma robe et je sens que j'ai renversé quelqu'un. Et j'ai renversé la Capo Maria. La Capo Maria, elle avait une louche, hein. Avec la louche, elle nous tapait par plaisir, jusqu'à temps qu'il y a du sang. Tant qu'il n'y avait pas de sang, elle nous tapait. Ah bon, alors, eh ben, j'ai entendu pour la première fois une expression que j'avais jamais entendue de ma vie. Elle me dit, oh, bah, t'as eu de la chance, elle a dû tirer un coup cette nuit. Parce qu'on m'a dit. Parce que je disais, ça veut dire quoi? Bon, on t'expliquera plus tard. Voilà. Croyez-moi qu'on en rit maintenant, mais sur le moment, on ne riait pas. Mais c'était horrible. Oh, celle-là, cette Maria. Et puis on avait l'ange blond. L'ange blond, c'était une lesbienne. Et elle était très très belle. Elle a été pendue par les Russes. Elle était très très belle, habillée en tenue de cavalier, avec une cravache, puis elle se promenait, elle nous soulevait le menton. Tout le monde, on se mettait toujours au milieu pour pas être sur les côtés, pour pas qu'on nous... Et puis, elle a profité des filles et tout, hein, jusqu'à la mort. Hein. Elle faisait ce qu'elle faisait, je ne voulais pas savoir. Et c'est tout. Ça, elle était pendue par les Russes. Drexler, ma commandante du camp, était pendue par les Russes à l'arrivée. Et comment que les Russes Staline ne voulait pas que l'armée se mêle de Birkenau-Auschwitz. Mais il y a eu quand même... ils envoient toujours des soldats qui vont en avant. Et il y a un soldat russe, ça j'ai lu dans le livre de Primo Levi. C'était un homme, il raconte cette histoire-là. Le Russe, il se promène, il voit un homme, un zombie. Il ne voit pas autrement, un zombie, un cadavre, qui marche. 2 cadavres. Alors il retourne et il dit à son officier, il faut appeler un docteur parce que j'ai vu des hommes, du maigre, je ne sais pas quoi. Et eux, ils avaient ordre pas. Il dit, venez voir, on ne peut pas faire ça. Et puis, l'armée russe est passée par Birkenau, et quand ils ont vu les hommes, personne ne savait qu'il ne fallait pas donner à manger à un déporté à l'arrivée. Il fallait qu'il mange comme avec un biberon. Voilà, il fallait qu'il mange. Parce qu'il mourait dès qu'ils avalaient beaucoup, ils mouraient. Bon, mais là, cette fois-ci, Staline a perdu. Parce que Staline était... Staline et Hitler, c'est pareil, hein. Ben pareil, parce que tous les Russes, tous les Polonais, juifs polonais qui se sont sauvés de la Pologne pour aller en Russie, comme j'ai des cousins, ils les ont envoyés en Sibérie. Ils ont survécu parce que il y a eu Israël, ils sont partis en Israël. Mais je les ai connus en Israël, mes cousins. Mais ceux de Pologne, tout ça, ma mère était une famille de 11 enfants. Eh bien, je suis la seule. En Europe, hein. Je ne parle pas d'Amérique. Je suis la seule en Europe. En Amérique, elle avait un frère. Mais c'est tout. Et puis voilà. Et puis maintenant, comment vous dire, vous pouvez me poser des questions parce que je peux raconter, et puis voilà, pour savoir. Je voulais savoir, vous aviez quel âge J'ai eu 18 ans au camp et je suis rentrée pour mes 20 ans à Paris. Voilà. Et vous êtes né en France
ou en Pologne? Oh non, je suis français, je suis né en Vous êtes France. né en France, d'accord. Et Oui, vos parents étaient Je nés... suis rentrée toute seule. Non, mais vos parents étaient nés en France ou en Non, Pologne? non, non, des Polonais. Je suis née de parents polonais. Ils sont venus en 1924 à Paris. Mais c'était des travailleurs et tout ça, c'était des gens adorables. Non, parce que, vous savez, à Paris, il n'y avait pas une communauté comme vous tous, hein, ah non, bon, vous avez relevé le drapeau israélien juif, la mentalité juive, vous l'avez relevé, mais croyez-moi qu'après la guerre, on ne parlait pas de ça. Hein. Le lendemain de guerre, c'était « je mens ». Hein, on ne parlait pas de ça. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Tout juste, fallait dire. Pour mon père. J'ai eu un commissaire, moi, une histoire de dénonciation, qu'on m'a dénoncé, et j'ai été le trouver. Il me fait, oui alors? Je vois quoi alors? Attends, ça ne vous intéresse pas, c'est des juifs. C'est des juifs, c'était des juifs mes parents. Mais je trouve que vraiment, c'est dégueulasse que vous avez ce poste-là. Et puis en plus de ça, parce que je savais toujours par la personne qui m'a raconté, vous avez détourné des paquets de colis pour les prisonniers de guerre français pour les vendre au marché noir. Et vous trouvez que c'est bien ce que vous avez fait, que vous étiez faire tuer les Juifs. C'était votre histoire. Mais des Français, vos compatriotes, vous les avez volés pour vendre au marché noir. Vous trouvez que c'est bien et vous êtes commissaire? Moi, je ne comprends pas que vous soyez commissaire. Ça, c'était après-guerre? Hein? Après-guerre, vous êtes allé le voir pour lui dire ça? Non. En 1945, Ah, oui. 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 Et quand il me voyait, il habitait à côté. Quand il me voyait, il me saluait. Moi, je disais jamais bonjour. Et il est resté... Oui, vous savez, il y a beaucoup de collaborateurs qui ont eu des postes formidables hein, après la guerre. Hein. Mais ce type de conférence que vous faites là, est-ce que vous avez fait dans les écoles en Allemagne? En Allemagne? Oui. J'ai jamais été en Allemagne, je n'irai jamais en Allemagne. Je vous dis tout de suite. Ça, je vous dis tout de suite. J'irai jamais. J'ai jamais eu une voiture allemande. Jamais. J'ai eu une histoire avec une machine à laver allemande. Il faut voir le nom des gens. Alors je vous dis pas. Et qui me dit, elle a pété, elle a sauté la machine allemande. Et on me dit, madame, il y a eu une bombe chez vous. Bon. Alors, elle était sous la garantie. Et au bout de 7 mois, j'ai pas encore de machine neuve. Alors, je dis au marchand, mais quoi? Je ne peux pas avoir une machine neuve, on peut vous changer le tablier. Je dis, qu'est-ce que c'est le tablier? La carcasse de... Je dis, je veux pas, je veux une machine neuve, elle est sous garantie. Puis je dis, merde, moi j'étais une parjure, je me suis juré que je ne prendrais jamais rien, ce qui est allemand. Mais alors vous étiez un collaborateur pendant la guerre, donc vous travaillez pour eux. Alors il me fait, taisez-vous, je vous donne une machine neuve. Comme ça. Aux Français, il ne faut jamais remuer la période de guerre. Jamais remuer. Il ne faut jamais dire que ce que vous étiez pendant la guerre. Jamais. Ils ne veulent pas le dire. Attendez, vous parlez un peu plus fort parce que je suis sourde. Dans le convoi, vous avez raconté des conditions très difficiles. On va répéter. Dans le convoi, vous avez dit que c'était très difficile, les conditions dans le train. Oui, dans le train. Et donc ça a duré 2 jours. Oui. Et vous pouviez dormir, vous pouviez vous asseoir. Rester debout ou couché? Pendant 2 jours. 2 jours. Accroupi. Debout ou accroupi, c'est tout. On dormait en étant accroupi comme ça. Et il y avait une solidarité entre les gens ou c'était Il y avait une solidarité entre les gens? Écoutez, j'ai même vu pour la première fois qu'il y avait des rapports entre femmes et hommes. C'était la dernière fois qu'ils disaient. Ah oui, c'était quelque chose d'horrible. Horrible. Le train, c'était horrible. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont morts pendant le trajet. Hein. Surtout chez les femmes. Et les capots, dans le camp, les capots dont vous parliez, c'était des juifs aussi ou pas? Quoi, les capots? Les capots, ouais. Capo Maria, là. Elle a été tuée par les Juifs. C'était pas des Juifs. Non, C'était une prostituée parce qu'elle a couché avec un Russe. Elle n'a pas couché avec un Allemand. Elle a été déportée. C'était tout. C'était comme ça la politique allemande. Parce que c'était Deutschland libéral, ça veut dire l'Allemagne partout. Hein. Et puis comment qu'il disait pour avoir un enfant, Hitler, t'auras un enfant, tout ça. Mais il a rendu les femmes des prostituées et tout ça, et les hommes des capots. Voilà. Toute l'Allemagne était comme ça. Et dernière question, quand vous êtes revenu des camps, oui. Vous en avez parlé entre juifs, vous avez pu en parler entre juifs? Oh oui, on était toujours jusqu'à maintenant. D'accord. Mais avec les Français, vous n'avez jamais pu en parler vraiment bien?
Avec nous? Non, les Français, est-ce que vous en parliez avec les Français? Après, oui. Voilà, pendant 50 ans, on n'avait pas le droit d'en parler. Parce que d'abord, tout le monde disait, même les Juifs, hein, tout le monde disait, admettons, ma tante était de vieille mentalité polonaise, une vieille juive, elle était en France depuis 1920, elle n'a jamais parlé le français. Jamais. Elle était commerçante et elle a gagné sa vie, elle était millionnaire en étant avec un accent terriblement juif polonais. Hein. Ma tante, elle me fait où est ta mère? Ma mère, c'est ça. Ben, je fais, elle est morte. Et ton père? Ben, je dis, il est mort. Je fais, écoute, ma tante, toute ta famille en Pologne, c'était une famille de 11 enfants, toute ta famille qui te reste en Pologne, ils sont tous morts ou ils sont partis en Russie. Alors elle me fait, mais comment t'as fait pour vivre, toi? Ben, j'ai organisé. Qu'est-ce que ça veut dire organiser? Ben, j'ai volé. Elle me fait, t'as volé? T'es devenue voleuse? Bon, je fais, écoute, arrête, t'es toujours vieux jeu, t'as toujours des paroles. Et je comprends que mon père ne pouvait pas te voir. Arrête. Alors, non, puis elle continue. Alors, je lui fais, non, je ne suis pas devenue voleuse. Le lendemain, j'ai dormi une nuit chez elle. Le lendemain, elle avait un casier avec un petit meuble avec plein de petits tiroirs. Là, je la vois qui fouille les tiroirs. Je fais, qu'est-ce que tu cherches? Je regarde si tu m'as rien volé. Alors, je fais, écoute, ma tante, hein. Papa, je le comprends qu'il ne pouvait pas te voir. Ça, je lui ai dit. Hein. Il ne pouvait pas te voir. Maintenant, je vais te dire quelque chose. J'ai dormi une nuit chez toi, mais 2 non. C'est fait. J'irai sous les ponts, mais pas chez toi. Et je n'ai pas dormi. Et ma tante, je l'ai bâclée pendant 9 mois. Elle a eu un petit-fils. Alors... Ils sont revenus de déportation et ils ont voulu commencer à parler, personne ne les croyait. Personne ne vous croyait? Ah non. Comment? Personne ne vous croyait? Personne. Et pendant 50 ans, et puis c'est la télévision. C'est. Écoute, il y a eu le plus intelligent, c'était Israël. Comme d'habitude, c'est toujours les plus intelligents. Ben Gurion. Non, on est venu demander à Ben Gurion de faire le procès de Eichmann, mais en Israël. L'arrêter et faire le procès d'Eichmann. Et le procès d'Eichmann a été télévisé dans le monde entier. Et depuis ce temps-là, la télévision française est venue chez moi. Ils se sont renseignés, ils ont trouvé mon nom, ils m'ont appelé. Est-ce que vous acceptez de nous raconter? J'ai eu, moi, l'antenne 2, c'était Antenne 2 à l'époque, est venue à la maison pour que je raconte. Voilà comment ça s'est passé. En quelle année c'était ça? Ben, j'ai emmené mes enfants à Birkenau-Auschwitz pour le 50e anniversaire de la libération de... C'était en 95. Non, Myriam vivait en 90. Je les ai emmenés... J'ai emmené tout le monde, j'ai emmené à Auschwitz. Même, il n'y a que ces 2-là que je n'ai pas emmenés parce qu'ils sont petits. Mais qui me donnent... Je veux les emmener au mémorial. Ça ne les intéresse pas, ils veulent que je les emmène là-bas. Je les emmènerai là-bas. Je les emmènerai là-bas. Je les ai tous emmenés, mais je trouve que c'est très très bien que mes enfants m'obligent à faire ça. Et comment vous expliquez? Moi j'ai vu là, il y a des écoles. Oui. Et il y a les plaques commémoratives pour les enfants déportés. Eh bien justement. Elles datent de 2005. Ben oui. Mais comment ça se fait qu'il ait fallu attendre 60 ans pour qu'il s'est plaques? Mais personne parlait de tous ces enfants qui étaient dans les écoles maternelles, dans les écoles communales. Vous savez qu'il y avait quand même une belle population de juifs à Paris. Hein. Mais il a fallu attendre 60 ans pour avoir ces plaques? Ah bah écoutez, j'ai commencé à raconter ma Shoah. Voilà, exactement. Je peux vous répondre à ça. Donc pour les plaques, voilà. Non. C'est quand... C'est 95. Je crois depuis 90 ou 89. On parle les uns après les autres. On a commencé pour les plaques. Et puis chaque déporté faisait son quartier. Là, moi, j'ai fait toutes les écoles du 11e arrondissement. Voilà. Mais de mon quartier Faudet-Méricourt. Voilà. Et puis on a mis tous les noms. Et puis quand c'était pour mes cousines, les fameuses cousines que je vous parle, eh ben j'ai été, je l'ai photographié, j'ai envoyé à leur frère qui est en Israël les photos des plaques de ses sœurs. Et là, vous avez la chance de trouver une ancienne déportée qui arrive à parler. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mon père, le mari de ma mère, lui n'a jamais pu en parler. Voilà. À part pour Spielberg, jamais. À part pour Spielberg. Jamais. C'était impossible. Voilà. Et des personnes comme ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent en parler, qui sont en bonne santé, qui ont la force d'en parler. Alors j'ai eu la surprise de mon... j'ai eu la surprise au moment de... Quand mon mari est décédé, ça va faire 2 ans,
2-3 mois après, j'ai eu une lettre de l'hôpital Curie. Hein. Et alors, une lettre de tous les professeurs, de tous les docteurs. Mon mari a raconté sa Shoah. Oui, à l'hôpital. Ils lui ont demandé, il a raconté. Alors je ne sais pas, c'est avant de mourir qu'il a fait ça, mais je ne sais pas. Mais il l'a raconté qu'à l'hôpital. Voilà. Et il a été filmé? Non. Une question. Quel était votre rapport avec Dieu à ce moment-là, au moment vraiment où vous étiez... Alors attendez, là je vous dis tout de suite. Hein. Je vous dis tout de suite. Hein. Mon père était un bundiste. Je suis un bundiste, un socialiste de l'époque de Pologne. Hein. Et c'est resté un grand socialiste. Hein. Il a toujours été socialiste. La religion, il l'a mis de côté. Ma mère était élevée... Voilà. Même le ghetto de Varsovie, il y avait le quartier de mon père intellectuel et le quartier de ma mère, ceux qui n'étaient pas intellectuels. Et ben dans le ghetto de Varsovie, c'était comme ça. Dans le Franzskanegas, c'était les pauvres et Miranowskagas, c'était les intellectuels. Alors, ma mère ne savait pas écrire, ma mère. Mon père, je me rappelle que mon père prenait sa main puis lui apprenait la signature. Puis après, toute seule, elle a commencé à écrire toute seule. Hein. Bon, mais... mon père, la religion, non mais moi, je suis comme mon père. Vous ne pouvez quand même pas me dire que Dieu... Moi, je réponds, j'ai été dans les écoles pieuses, hein, à Belleville, hein, et que j'ai été reçu comme un chien dans un jeu de quilles. J'ai apporté un livre au professeur inconnu à cette adresse pour leur faire comprendre ce que c'est la montée du nazisme. Et vous avez eu un merci, vous? J'ai pas eu de merci. Hein, voilà. Même pas ni la part de la directrice, ni la part du directeur. Bon, ça c'est rien. Mais que les enfants me disent, qu'ils me disent, parce que tu croyais pas en Dieu, c'est pour ça que tu étais arrêté. J'ai arrêté. Alors j'ai dit arrêté. Maintenant vous allez m'expliquer, qu'est-ce qu'il a fait Dieu de 33-45? Il était en vacances. Alors taisez-vous. Alors quand tu me dis, comment qu'il était en vacances? Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé le petit doigt pour les Juifs européens? Pas du tout. Même, il n'y a que 2 Israéliens qui sont venus, 2 Palestiniens d'époque, qui sont venus espionner pour faire l'enchaînement, pour prendre tous les Juifs après. Ils ont commencé en 43, les Palestiniens, les Juifs palestiniens, Israéliens. Mais enfin, ah bon, d'accord. Non. Moi, écoutez, j'ai vu tellement de choses que je ne peux pas dire. Pour nous, ça nous semble incroyable. Oui, mais dites-moi qu'est-ce qu'il a fait. Pour moi, Dieu est un être humain. C'est un être humain immortel. On n'a pas connu ça, mais nous, c'est pour notre grande oui, ben justement. Bon, alors, vous avez vu des documentaires en Pologne, au ghetto de Varsovie. Vous avez déjà vu quand les pieux passaient avec leur raccouflette là, qui passaient, et puis que les SS les prenaient. C'était pas atroce ça? Moi je trouve que c'était atroce. C'était atroce. Il fallait qu'ils se les rasent. Et qu'on fasse pas ça. Non, Dieu va le punir. Comment qu'il pouvait dire que Dieu va les punir? Il était déjà puni. Il était au ghetto de Varsovie. Alors, non, là-dessus, il y a beaucoup... Vous savez, je me suis disputé avec une Lubavitch, hein. Je me suis disputé une fois, ça a été horrible, que son père il a dit à sa fille, tu vas me montrer voir le rébé, le grand rébé de Lubavitch, hein. Puis il a commencé à dire, la discussion qu'on a eue, sa fille et moi, alors il a réfléchi, il a fait, voilà, il a dit, le peuple juif, c'est un cocon, mais il y a eu une gangrène. Alors mon ami, il dit, quoi? Si vous dites ça à mon ami, je vous saute dessus. Ça coûte quand même 6 millions de morts et 2 millions d'enfants. Eh ben non, je ne suis pas d'accord pour la gangrène. C'est tout, je ne suis pas d'accord. Faut reconnaître. Moi, je ne suis pas d'accord tout ce qui se passe en Israël avec les pieux. Hein. Je ne suis pas d'accord. Hein. Du reste, il y a un drame en ce moment en Israël avec les pieux. Alors... oui, parce que avec coup de services militaires qui ne viennent pas, ça c'est non plus, je ne suis pas d'accord non plus. Religieux, mais c'est un autre débat ça. Je suis traditionnaliste, c'est un autre débat. Voilà. Juive, mais pas pratique. Je fais mes traditions. Avant d'oublier, pour être sûr que personne n'oublie avant de partir, on vous dit tous merci ici. Voilà. Vous voulez boire un verre d'eau parce que depuis tout à l'heure. Il faut savoir qu'elle vit toujours dans l'appartement où elle a été déportée. Ah oui. Voilà. Oui. J'ai récupéré l'appartement de mes parents. Bah ça, c'est un prodige. Hein. J'ai mis. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de survivants qui peuvent. Je suis arrivé au mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, 6 mois. Comment ça? 6 mois Avec après? un procès. Avec un procès.
Bah, vous avez une force quand même de caractère assez incroyable. Hein. Parce que l'appartement était occupé quand vous êtes rentré de la guerre, l'appartement était... Ah oui, l'appartement était occupé. Tous les il y avait du appartements marché étaient noir, des pois cassés, des haricots cassés. Parce que c'est ce qu'il y avait dans mon appartement. J'ai fait un ménage terrible là-dedans. À votre retour. Qu'est-ce que vous me dites? Ça on répète. Hein. Au moment où vous êtes chez vous, il y a votre père qui est caché dans l'armoire. Oui. Vous entendez toquer à la porte. Déjà, est-ce que vous étiez que deux à la maison? Il y avait votre oncle aussi qui était... Mon oncle, il a été... Oh, mais, mon oncle n'était pas un homme fufute parce que il allait jouer aux cartes au café réservé pour les Juifs. Et quand il y a eu le débarquement anglais, les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté le 6 juin tous les Juifs dans les cafés. Alors, il s'est fait arrêter le 6 juin. C'était pas un malin, mon oncle, alors. En fait, au moment où il toque à la porte, j'aurais aimé avoir votre état d'esprit. Est-ce que vous aviez une petite idée de ce qui allait se passer? Est-ce que vous aviez une petite idée de ce qui allait se passer au moment où vous entendez les Allemands qui toquent à la porte? C'est les Français. Ah non, c'était les Français. Ah, c'était les Français. Attendez, moi j'ai tout subi par les Français. J'ai rien subi par les Allemands. Mon mari les Allemands, mais pas moi. Qu'est-ce que toi tu pensais quand ils ont tapé à la porte? Je savais que c'était eux. Tu savais ce qui allait se passer? À 6h du matin, il n'y a que... Parce qu'un jour, lui, on lui a volé sa voiture. Ton père. Avant le 16 juillet, ça, et eux après. Les deux après. Un jour, on a volé sa voiture à mon fils, il y a longtemps de ça. Et puis, des mois après, 7h du matin, j'avais l'impression qu'il appuyait sur le bouton pour ouvrir. Et je vois une police. Hey, à 7h du matin, vous venez? J'ai dit, c'est fini l'époque de l'allemande que j'ai fait. On vient à 8h, mais pas à 7h du matin. Alors il fait, votre fils est là? J'ai dit, mon fils, il a 21 ans. Vous voulez qu'il fasse que je le suive aussi? Il était là, je ne l'ai pas réveillé. Mais bon, mais avec la police française, je ne me suis jamais laissé faire, et jusqu'à maintenant. C'est bien. Posez votre question. Et j'étais une fille timide, timide, j'osais pas parler, mais je me suis rattrapée. Julia. À votre retour, comment avez-vous réussi à votre retour à Paris, comment avez-vous réussi à vivre et à... Oh, ça a été dur. Voilà, mon retour à Paris, d'abord j'ai écrit que je n'ai pas emmené parce que j'ai fait le journal tout de suite. Dès que j'ai eu mon appartement, je suis descendu à l'épicier à côté, j'ai demandé des caisses pour faire un tabouret et une table. Il m'a fait pourquoi? Parce que j'ai plus rien. Il m'a dit je vais vous donner. Il m'a donné une table pliante et une chaise. Bon, je me suis acheté de l'encre avec un porte-plume et j'ai écrit. Comme j'avais tout en mémoire, la route de la mort, les deux routes. J'ai écrit tous les deux routes de la mort. Bon. Et puis après, j'ai dit oh là là, faut que je m'occupe parce que si je m'occupe pas, je vais devenir folle. Je ne pouvais pas rester à la maison. Il n'y avait personne, puis mes parents, tout ça. Je faisais que de pleurer. Vous étiez toute seule? Toute seule, oui. Et comment vous avez fait pour vivre, pour manger, pour aller à mon père était un homme intelligent, très prévoyant. Il avait que j'ai retrouvé dans le mur, dans mon appartement. La première chose que j'ai fait quand je suis rentrée, c'était j'étais voir le mur. Non, ça aussi, c'était parce que les juifs polonais, je ne sais pas, eux placent leur argent dans l'or, dans les pièces d'or. Et il n'y a pas d'argent liquide, mais il y a des pièces d'or. Pas dans les bébêtes? Hein? C'était pas dans les bébêtes? Non, ma mère était moderne, pas dans les bébêtes. Non, mon père c'était dans le mur. Un maroquinier, c'est très manuel. Alors mais personne, il y avait des occupants, ils n'ont jamais rien vu. La première chose que j'étais, c'était voir le mur, voilà. Moi, je voudrais savoir quand vous êtes parti de Birkenau, quand vous avez fait la marche, vous disiez que vous étiez avec des amis. Ah oui, elles sont toutes mortes, elles sont rentrées. Oui, mais est-ce que vous les avez fréquentées? Ah oui. Oui, Sabine, oui. D'accord. C'était votre famille entre Non, c'était pas la famille. Non. D'abord, il y a eu une cassure entre elle et moi parce qu'elle voulait que j'épouse son fils. Bon, comme j'étais là. L'autre sœur qui était là, qui avait tout perdu, elle n'avait pas d'appartement, elle n'avait pas ses enfants, elle avait tout perdu. Elle qui a tout retrouvé. Puis moi, j'ai dit, qu'est-ce que je fous là? Et je me suis rappelé que j'avais une tante elle avait marié sa fille avec quelqu'un du 4e arrondissement.
Alors j'ai commencé à demander qu'est-ce qu'il connaît, puis je cherchais le nom. Madame Münster. Alors la rue du Figuier, où c'est? Elle n'existe plus. Alors bon, où elle est Madame Münster? Rue de Jouy. Où ça se trouve rue de Jouy? On m'a accompagné et je suis rentré voir cette femme-là qui m'a reconnu tout de suite, qui me dit Julia, alors faut voir en yiddish, dit left, tu vis? Je dis oui. Donnez-moi le numéro de téléphone de ma tante. Elle me fait, tu te rappelles plus? Oh non, au bout de 2 ans, je ne me rappelle plus le numéro de téléphone. Bon, j'ai eu un accueil horrible, c'est tout. Mais enfin, mais je suis. Attendez, je suis à moitié étonnée parce que le caractère qu'elle avait à l'époque, dans mon enfance, c'était le même caractère en 45. Mais enfin, d'une grande famille en Europe, je parle d'Europe, je suis la seule survivante. Bon, attention. La seule survivante. Alors, Madame Valac, en arrivant, je parle de vous maintenant. Oui, allez-y. Madame Valac, en arrivant, nous a dit, son premier mot était merci. Bon, c'est de la politesse, voilà. Mais en fait, déjà avant cette conversation qu'on vient d'avoir, enfin ce témoignage, je lui ai tout de suite répondu, on lui a tout de suite répondu. C'est plutôt à nous de vous dire merci. Ah oui. J'ai vu hier, on est souvent sur Facebook de notre âge, voilà, on passe un peu notre vie sur Facebook. Hier, il y avait plein de posts, il y avait un concert Justin Timberlake. D'accord? C'est la star en ce moment, tout le monde se bousculait, déplace, attend et tout ça. Et franchement, sincèrement, je pense que les vraies stars de notre génération, pour qui on devrait se bousculer et vendre des places, et venir et faire signer des autographes, et se prendre en photo avec vous, ben c'est vous. C'est vous, c'est les personnes. Merci. Alors, je vous remercie aussi. Alors, il y a témoigné. Parce que je vous remercie aussi. Alors, il y a témoigné. Et écouter des histoires, et voir des films et des documentaires. Et encore, j'ai perdu tout un dossier que j'avais préparé, parce que j'ai fait les écoles. Alors déjà, un enfant m'a volé mon étoile juive. Elle était là, très protégée. J'ai dit, touche pas. On perd tout, moi aussi. J'ai pas fait attention, elle l'a prise. De toute façon, mais j'avais tas de documents. J'avais l'argent américain d'occupation en Allemagne. Et puis j'avais tout ce que j'ai découpé. J'ai tas de... Là, les petites filles, là. Un jour, le CDGC, c'est le centre de documentation à réclamer si je veux déposer tout ce que j'ai gardé des Allemands, des preuves. Alors j'ai dit, j'explique ça à mes petites filles. Elle me fait, ah non, c'est à nous, c'est pas eux. Ah oui. Tu m'as dit ça, hein? Il faut faire des doubles, il faut faire attention. Il faut leur donner que les doubles. Il y a un peu plus d'un an, le fameux Monsieur Chirac dont on vient de parler est venu ici nous rendre visite à la Maison Moadone. Et il nous a dit une chose qui, moi, personnellement, m'a beaucoup marqué. Il nous a dit, vous savez, dans votre communauté, j'ai eu beaucoup affaire à beaucoup de communautés, beaucoup de populations durant ma carrière. Dans votre communauté, il y a une chose qui m'a le plus marqué. La chose qui m'a le plus marqué chez vous, c'est qu'à chaque fois que vous arrivez dans un nouveau lieu, un nouveau village, une nouvelle ville, vous demandez en premier à faire construire quoi? Une synagogue. Eh ben non. C'est maintenant. Justement, ça rejoint la question qui a été posée. C'est pas une synagogue, c'est plutôt ce qui a été dit là, c'est une école. C'est ce qui m'a marqué le plus chez vous, c'est une école, il a dit. Oui, alors... Il nous a dit que la communauté juive, systématiquement, à chaque fois, faisait faire construire des synagogues. Avant de faire construire synagogues... Des écoles. Pardon. Non, faire construire des écoles avant de faire construire théâtre, synagogue, cinéma, salle de sport, etc. D'abord, l'école. En écoutant ça, on s'est entièrement senti complètement... on s'est identifié avec ces paroles. Parce que cette maison-là, la maison Moadone, c'est la maison de la transmission, de l'intergénération. C'est justement de créer ce lien avec des personnes comme vous, nos héros, et d'avoir cette chance et de créer... Hein, parce que les Israéliens... Je souhaite de retrouver mes documentations et je ferai des photocopies que je vous donnerai. Avec grand plaisir, voilà. C'est fait pour. Et je remercie vraiment chacun de vous d'être venu et d'avoir honoré par votre présence. C'est moi qui vous remercie. Parce que vraiment... Non. Non, mais vraiment. Bien sûr. Vous êtes déjà la deuxième génération après moi, alors... Oui, parce que c'est grâce à des gens comme vous qu'on réussit à s'en sortir, sinon on est là aujourd'hui. Ah bah oui, mais déjà avec mes enfants, on était 4 générations. Mon fils, c'est 4 générations avec mon fils. Ma grand-mère, qui est aussi une rescapée de guerre, qui connaît très bien Madame Lévin,
Et Jérémy m'a dit à plusieurs, il y a un petit moment déjà, elle m'a dit, voilà, moi j'avais tout pour moi. J'étais jeune, comme vous l'avez témoigné, une belle famille, fleurissante à Paris, la France qu'on connaît, qu'on aime si bien et qu'on aime tant. Elle m'a dit, je me sens quelque part comme un arbre, comme un petit arbre qui était en train de pousser et qui a été arraché brusquement comme ça, sans même le scier, sans rien du tout, qui a été arraché brusquement. Et grâce à beaucoup d'aide autour de moi, à beaucoup de possibilités, d'occasions de témoigner, de partager ma mauvaise expérience, aujourd'hui je me sens refleurir et vous voir comme ça venir, si bien accompagné par des amis, par une si belle famille, on voit que votre arbre il refleurit et on vous souhaite jusqu'à 120 ans en bonne santé pour pouvoir témoigner et continuer ce que vous faites bien. Je vais appeler s'il vous plaît. Un grand bec. C'est formidable. En tous les cas, je suis très émue parce que ça y est, je commence à pleurer aussi. Et parce que c'est vraiment un accueil formidable. Voilà. המצא מנוחה נכונה מעל כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים לנשמות אחינו בני ישראל טף ונשים אבות ובנים שנשרפו והושמדו ונרצחו במחנות ההשמדה ובתאי הגזים, לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים ולקץ הימים יעמידם, לכן אנו מתפללים לעילוי נשמותיהם וינוחו על משכבם בשלום לקץ הימין ונאמר אמן. יתגדל ויתקדש שם רבה ועלמא דברה כרעותה וימליך מלכותה ויצמח פורקנה ויקרב משיחה בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. ישמר רבה מברך לעולם לעולמי עלמא יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמת דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה שירתה תשבחה ונחמתה אדם ירן ועלמא ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמי החיים ושבע וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. Mes cheveux ils pleurent. Merci beaucoup encore Madame Il y a les fleurs, il y a les fleurs. Merci, c'est un honneur pour moi. Toda rabba. Merci à vous. Merci à vous. Et encore, merci à Madame Lévin qui a pris l'initiative et qui a... Oui, vous allez jouer au bruit, je vais pour vous. D'accord, vous êtes adorable. On recommence. Pour ceux qui veulent, il y a un groupe de jeunes qui continue à la soirée au mémorial, à la cérémonie officielle au mémorial, avec grand plaisir. Elle veut recommencer. Oui, ça sera une très bonne idée et on trouvera l'occasion, la bonne occasion pour se rassembler en grand. C'est gentil comme tout. C'est un mérite et une chance qu'on a. Voilà. Ça c'est de la part de tout le monde. C'est pas grand chose. Ça doit être très bien. Déjà dans les petites filles c'était une chose. Elle a plein de choses à dire. Là, c'est rien. Voilà. Donc, pardon. Oui. Elles étaient très précieuses, élevées dans la religion. Ouais, ça le dit. Super. Et vous aussi. Appelle-moi quand tu veux. Vous êtes adorable. Mais c'est après, on pouvait pas. Attends, C'était après, ouais, j'ai compris. Il y avait déjà commencé avec le début. Mais bien sûr, mais c'était ponctuel et les gens n'arrivaient pas. Mais là, l'histoire des plaques, ça a commencé grâce à Clarksville que connaît bien Jérémy. L'histoire des plaques, c'est quand il a fait le mémorial d'achat, le gros livre, avec les mémorials des enfants déportés. C'est des gens comme ça, des bénévoles dans chaque arrondissement qui ont repris, qui ont regardé dans les écoles, qui ont vérifié les archives et qui ont fait des recherches et qui ont pu mettre les... Et vous êtes donc de la famille aussi? Jamais. Des amis alors? Ah d'accord, enchanté. Enchanté que vous soyez... Il est où à l'école?